Il y a quelques semaines, je lançais un appel à témoignages sur la manière dont on vieillit au Havre. J'ai reçu des réponses de soignantes, de familles, de proches aidants et de personnes âgées elles-mêmes. Des paroles fortes, bouleversantes, parfois étouffées, mais toujours lucides. Ces témoignages disent quelque chose d'essentiel sur notre ville. Ils éclairent ce que vivent ceux qu'on voit peu, qu'on entend rarement. C'est pour eux et pour nous tous que cette parole devait circuler. Voici ce qu'ils avaient à dire. Moi, c'est la vocation. J'ai toujours eu des métiers où je me suis occupée des autres. Et j'ai travaillé un peu en clinique, j'ai fait des remplacements et c'est vraiment en EHPAD que j'ai trouvé ma voie. Moi, contrairement à Karine, c'était pas du tout une vocation. Je travaillais en usine. Et puis je me suis décidée à changer de métier, je ne savais pas trop vers où aller. J'aime les gens et je me suis dit les personnes âgées, pourquoi pas, puisque ça attire pas grand monde en fait. Mon but c'était vraiment d'aller vers les EHPAD. Et je suis arrivée aux Escales en 2017, en octobre. Et c'est vraiment ce que je voulais faire. C'était une vocation déjà, parce que j'ai été élevée par une grand-mère et ma grand-mère était déjà aide-soignante. Donc je pense qu'il y a de ça aussi. Et ça s'est fait comme ça. Ma maman m'a inscrit donc à une école privée. Donc à l'époque c'était Germaine Coty pour faire un employé technique de collectivité. Et ça me suffisait pas, parce que ça me suffisait pas pour être aide-soignante, le diplôme que j'avais. Donc j'ai repris mes études à 30 ans, j'ai passé une VAE et je suis devenue aide-soignante. Je m'appelle Madame Le Breton, Nelly. Avant j'étais à Paris, j'étais 50 ans à Paris. Et j'ai dû partir parce que les loyers étaient trop élevés, enfin bref. Puis j'avais connu quelqu'un au Havre. Et c'est comme ça que je suis venue habiter le Havre. Il y a 15 ans, donc j'avais 70 ans, je sortais, je me baladais dans les rues, enfin, ça allait. Hein. Il n'y a que maintenant, depuis 2-3 ans, 2 ans, que je n'ose plus trop sortir toute seule. Alors, ma mère est arrivée en 2021, en novembre 2021, à l'âge de 97 ans. À l'EHPAD Saint-Nicolas, la Villa Saint-Nicolas, qui fait partie du groupe Colisée, vu son grand âge. Elle avait déjà fait un séjour dans un autre EHPAD pendant 11 mois et j'étais pas satisfaite du résultat. Donc je souhaitais essayer un autre EHPAD. Donc on est fin 2011. Ma mère elle sort de 9 mois d'hospitalisation à l'hôpital Monod où tout s'est très bien passé. Des soignants en heure, des médecins au top, une bonne communication. Tout s'est très bien passé, malgré des conditions d'hôpital quand même difficiles, faut pas exagérer. Pour rentrer à l'EHPAD de Rouel, donc, le fin novembre 2011. Déjà plus de 13 ans. Un cauchemar. Donc dans cet EHPAD, je veux quand même expliquer ce que quand on tape Colisée EHPAD à vie sur Internet, on a déplorable, salaire très bas, surcharge de travail, direction absente, aucune reconnaissance, respect des résidents néant, manque énorme de personnel, beaucoup trop de vacataires qui ne sont pas sollicités par les collègues. Voilà. Donc effectivement, dès l'entrée de ma mère, j'ai constaté que tout ça, c'est juste en fait. Ma mère est arrivée un après-midi. Le soir, elle a été mise avec son fauteuil roulant dans sa chambre. Et en fait, personne n'est venu la coucher. Une dame de 97 ans. Donc elle a dû se déshabiller de son fauteuil roulant, se hisser dans le lit sans lumière, parce qu'elle ne savait pas où étaient les boutons, et dormir en ayant froid en petite tenue. Par contre, à l'entrée, elle a eu un bouquet de fleurs. C'est tout à fait l'emblème de Colisée. La première chose qu'on lui fait, c'est de lui retirer son droit de vote.
Bing. Bon, ma mère, elle s'en foutait de la politique, c'était pas un problème. Mais le geste, c'est comme pour lui dire que bon, bah, vous êtes exclu de la société. Hein. Et on lui pose aussitôt un change. Alors que ma mère est parfaitement continente. Alors je pose la question à l'aide-soignante, comment ça se fait que je comprends pas là. On est en sous-effectif. Puis les premiers jours se passent, je vois des choses, moi qui me semblent inadmissibles, une chambre dégueulasse, des moutons par terre, des pansements usagés qui traînent, la bouffe c'est une catastrophe. On a une aide-soignante pour toute une salle à manger qui devait comporter 30-40 résidents, quoi. Parce qu'en dehors des soins, personne dans les couloirs, pas de soignants dans les couloirs. Les gens peuvent tomber, personne pour les aider. Ma mère a été couchée pour la sieste dans un fauteuil à côté d'une baie vitrée. J'ai demandé à maintes reprises qu'on ferme le rideau derrière, le double rideau derrière son siège. En fait, elle dormait en sueur, personne pour tirer le rideau. Les dents pas lavées, évidemment, hein, parce que ça, c'est un luxe. Et les repas de très mauvaise qualité. Donc, à un moment donné, ça m'a agacée. Je suis descendue à la direction comme ça m'était déjà arrivé à plusieurs reprises. Et là, j'ai été bousculée par le sous-directeur qui m'a provoqué en venant à 2 cm de mon visage pour me dire que j'avais pas le pouvoir ici. J'ai envoyé aussi un courrier à la direction générale de Colisée en mettant en copie aux ARS, à monsieur Lecoq, député, et à monsieur le maire du Havre, monsieur Édouard Philippe. Je n'ai pas eu de retour ni de monsieur Philippe ni de monsieur Lecoq, mais la direction générale de Colisée m'a téléphoné le lendemain pour me dire qu'ils étaient absolument désolés, que la direction allait sauter. Et effectivement, la direction est partie. Ensuite, on a vu arriver tous les 2-3 mois un nouveau directeur qui a essayé de redresser la situation en vain, parce que 2 ans et demi après, c'était toujours la même chose. Toujours des problèmes de personnel, manque de personnel, des aides-soignants qui ont 14 toilettes à faire le matin chacun. Et je me dis, mais il n'y a personne qui vient faire des contrôles de temps en temps, il n'y a personne qui vient voir comment ça se passe dans les établissements. Je comprends pas. Le dernier établissement en date où je suis allée, il y avait de la maltraitance. Une personne âgée qui arrive, qui est transférée dans ce fameux établissement, elle arrive avec les ambulanciers, on la met dans son lit, on met les barreaux du lit, et puis 1 heure après, on entend hurler parce que la personne est sortie du lit. On la retrouve à terre avec un bras cassé parce que personne n'a surveillé, parce que c'était l'heure du midi, il fallait qu'on donne à manger. Mais oui, il y avait du monde, il y avait certainement du monde quand même pour... Enfin, je sais pas, on a un nouveau patient qui arrive, la moindre des choses, c'est de détacher une personne et puis dire, bon bah... Même si elle dort encore un petit peu, mais il va peut-être quand même falloir faire sa prise en charge et puis attendre qu'elle se réveille. Parce que cette dame, si elle se réveille et puis qu'elle est désorientée, elle ne sait pas où elle est, ben, ça donne ça. Elle sort de son lit, elle va dans le couloir, boum, elle tombe par terre, inconsciente et un bras cassé. Et après, il y a la famille qui arrive qui dit, mais ma maman, elle n'est pas arrivée aujourd'hui. Oui, votre maman, elle est repartie aux urgences, elle a un bras cassé, elle est tombée de son lit. Non, non. Moi, je me mets à la place de la famille, c'est non. On est toutes dans le même cas. Hein. Si on a choisi ce métier, je pense que c'est parce qu'on aimait le relationnel, on aimait les gens. Et j'arrive à me dire que les pauvres gens, ils ne peuvent pas nous aimer. Enfin, ils ne peuvent pas nous rendre, puisqu'on ne leur donne rien. Nous, on n'est que 2 pour 2 étages. Alors, un étage de 52, un étage de 48. Oui. Et d'échanges... On enchaîne. Oui. En fait, c'est plus de l'humain, c'est de l'usine.
Donc des fois on se dit, oh, ils sont de mauvaise humeur, ou ils nous parlent mal, mais je les comprends en fait. Nous on leur apporte pas non plus ce qu'ils aimeraient. On peut pas rester aller 5 minutes avec un résident. Des terreurs nocturnes, c'est pas que chez les bébés. Il y a aussi chez les personnes âgées, et on peut pas les rassurer, puisqu'on n'a pas de temps. Enfin, il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas maltraitante pour autant. Parce que moi j'entends, être soignante dans les EHPAD, vous êtes maltraitante. Non, on n'est pas maltraitante. C'est de la maltraitance institutionnelle et non pas de la maltraitance. On fait de notre mieux en fait. Ouais. Après, quand vous montez dans votre voiture le matin et que vous vous dites, mon Dieu, si j'avais traité mes parents comme ça, mais mon Dieu, je serais tombée bien en bas. Mais je traite les gens comme ça. Moi je dis toujours, ça pourrait être tes parents. Fais comme si c'était tes parents. Que tu t'occupes ou que tu voudrais qu'on s'occupe de toi. Mais le problème, c'est que là, on arrive à un moment, après, c'est les anciennes directions. Hein. Les anciennes directions, là, la directrice qui est arrivée, elle a l'air très humaine. Elle veut remettre le soin au centre le résident au centre du soin. Mais le problème, c'est que si on ne lui donne pas les moyens, la pauvre, elle ne va pas y arriver. Donc ma mère, elle glisse doucement dans la maladie d'Alzheimer, qui va s'aggraver au fil des mois. Mais bon, dans les conditions de vie qu'on leur propose, ça paraît, je pense qu'on plonge rapidement, quoi. Ma mère, avec le temps, elle sera privée de lunettes, de dentiers, parce qu'on ne remplace pas ces trucs-là. On considère qu'à partir d'un certain âge, c'est superflu. Donc plus de dentiers, plus de lunettes, nourriture mixée. Quand je parle pour ma mère, vous en avez une flopée. Surtout ceux qui ne sont pas visités par leur famille. Hein. Vous avez un paquet de résidents, c'est le délaissement. C'est le délaissement. Passer la journée dans une pièce de vie où ils ne voient jamais personne, l'été, sous les néons, c'est ça la vie des résidents. Hein. Ou alors il y avait un petit coin télé aussi, où ils étaient 10-15 scotchés là toute la journée, devant la télé, dans la pénombre, puisque c'était dans un renfoncement du... Une animation qui était après toutes les 15 jours, où il y avait une dame qui faisait sûrement payer sa prestation, qui arrivait avec un tapis vert et qui faisait courir des lapins et des cochons d'âne sur la table. Je trouvais ça absolument odieux de se moquer des gens à ce point-là. Les sorties vers l'extérieur, il n'y en a pas, il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas de véhicule pour transporter des gens. Et puis si l'animatrice est partie faire un tour avec 2 résidents, il faut savoir que tout le reste des résidents passe sa journée aérée dans les couloirs. Et déjà, beaucoup de gens errent dans les couloirs à la Villa Saint-Nicolas. Quelle vie ils ont à être entre 4 murs. Ils ont plus rien qui leur appartient, ou très peu de choses. Bah oui, puis dans les chambres, c'est le minime. Hein. Ils n'ont pas des appartements, faut pas rêver. Ils vivent, il y en a qui vivent très vieux, oui. Donc qui n'ont pas de visite. Leur seule visite, c'est nous, c'est les soignants. Enfin, les pauvres gens, ils ont quoi au bout? Il y a quoi? Enfin, moi, c'est comme tu disais, j'ai l'impression qu'ils attendent la mort, en fait. C'est des gens qui attendent de mourir. J'ai dit, j'ai plein de présidents qui m'ont dit j'attends de mourir. C'est inhumain de voir ça. Ils sortent pas, enfin, je sais pas, c'est 4 murs. Moi, avant, on appelait ça des mouroirs. Oui. Et je pense que c'est réel. Ça a changé de nom, hein. C'est beau maintenant. C'est un EHPAD, c'est super beau, un super établissement. Sauf que l'issue, elle est la même. Ils attendent la même chose, les gens. Les fossoyeurs, ils parlaient de Orpéen, hein, ils ne disaient pas de privé, mais dans le public, c'est la même chose. C'est la même chose. Tous les problèmes qu'il a rencontrés Castanet pour écrire son bouquin, vous rencontrez les mêmes problèmes dans le public, en dehors du prix d'hébergement qui n'est pas le même. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus de différence entre le public et le privé. Parce que c'est une question d'argent, c'est plus une question d'humain, il n'y a plus d'humain au centre. C'est su par tout le monde, les escales, ils ont une dette abyssale. Après, bon voilà, il y a eu... mais quand nous, on est allés à la mairie, quand on a fait... Monsieur le maire n'était pas au courant. Il disait à nos représentants qu'il n'était pas au courant de la dette, quoi. Donc, voilà, nous, c'est ces réponses-là, parce que c'est bien gentil, mais bon...
Enfin, je sais pas, moi personnellement, je pense qu'en conseil d'administration, il y a des chiffres qui sont donnés à un moment donné. Oui. On a envoyé un conseil d'administration afin que nos représentants syndicaux, les représentants syndicaux qui étaient là, puissent avoir une parole. Monsieur Édouard Philippe n'était pas au courant de la dette. Il n'a pas répondu non plus à trop de Non, questions. il n'a pas trop répondu, quoi. Il a baissé la tête et voilà, on était là, on n'était pas là, c'est pas grave, quoi. En fait, nous, on a su que c'était tard. C'est Parce que la dette, elle 2023, était je crois, vraiment ouais. bien, Oui, parce que oui. bien posée. Et quand on est allé à la mairie, pas de réponse. On attendait juste une réponse. Il aurait pu nous dire ce qu'il voulait, hein. Mais là, il avait la tête baissée. Oui, c'est déchargé. Un regard. C'est déchargé. Rien du tout. Mais un maire absent, en fait. Complètement absent. Alors qu'on était avec les familles. Il y avait des familles avec nous. Il y avait des soignants. Il y avait quand même les syndicats qui étaient là pour poser certaines questions, pour avoir au moins un minimum de réponses. Rien. Je ne sais pas si M. Philippe a encore ses parents, mais les personnes âgées ont l'air d'être son dernier souci. C'est vraiment... et je pense que c'est pareil pour le handicap. Hein. Je connais des personnes qui travaillent dans le handicap, c'est pareil, quoi. Oui, j'ai envoyé des mails à la mairie. Au début, j'ai renoncé. La députée elle m'a répondu sur un... Parce que j'avais vu la députée en visite à la caserne des pompiers. Alors j'avais écrit sur Facebook, c'est quand même curieux que c'est sympa de visiter les pompiers, mais à 10 mètres, il y a l'EHPAD de Dolmer. On traverse la rue, il y a l'EHPAD de Dolmer, qui est dans la panade, qui a été... la Cour des comptes a rendu un rapport sur ces gens-là, catastrophe. L'EHPAD est dans la panade et la députée ne traverse pas. C'est tout, j'avais marqué que ça, poliment. Hein. Elle me répond, votre commentaire est ridicule. Ouais, j'aurais préféré qu'elle me dise, on va les visiter pour voir, pour s'intéresser un peu à la vie des anciens dans les EHPAD publics. Alors, les gens qui sont Magic Mirror ont droit à la photo avec monsieur le maire, et les gens dans les EHPAD de monsieur le maire, on ne le voit jamais. Hein. Pourquoi ils ne partagent pas un repas avec le repas de Noël avec les résidents? Ce serait sympa, on pourrait... Ils dansent après, on danse, on s'amuse. Mais non, on ne voit jamais. On avait vu M. Lemonnier en 2017 ou 2018. Oh, il était resté 5 minutes à l'EHPAD. C'était à l'EHPAD de Rouel, ça. 10 minutes, le chauffeur l'attendait, une coupe de champagne, et hop. Au revoir, M. Lemonnier, c'est dommage, on vous aimait bien. Ma mère était contente d'avoir son paquet, il y avait des trucs dedans, il y avait une boîte de pâté, une demi-bouteille de vin, mais ma mère était contente. C'est pour les cadeaux qu'elle recevait elle était contente de recevoir son colis de Noël, elle l'avait les années avant 2016. 2016, terminé. Ah, j'ai dit, attends, mais je vais envoyer un mail à la mairie. Comment ça se fait que vous n'avez plus de colis festif? Ils appellent ça le colis festif de Noël. Alors je reçois une réponse, parce qu'en général on ne reçoit jamais de réponse, mais là je reçois une réponse de la mairie qui me dit oui, nous avons pris la décision de supprimer le colis festif pour éviter le gaspillage de nourriture. Bien. Et aussi parce que les résidents n'ont pas de cuisine. Quoi? Évidemment qu'ils n'ont pas de cuisine, les résidents d'EHPAD. Donc, colis supprimé. Au revoir monsieur, bonne santé. Désolé si votre maman était déçue. Ah oui, elle a été déçue, ma mère. Désolé si votre maman a été déçue. On a eu donc une administratrice provisoire qui, elle, est venue pour redresser la barre. Bon, après, on ne sait pas où on en est du tout aujourd'hui. Elle a été là 1 an. Elle est partie en septembre. Elle est partie, donc on l'a eu de novembre 2023 à septembre 2024. Il y a eu des coupes budgétaires, donc des restrictions au niveau de la nourriture, des restrictions au niveau du personnel, parce que c'était la masse salariale qui posait problème. Apparemment, on était trop. En fin de compte, ils ont vu les gens qui mangeaient, qui avaient besoin de beaucoup manger. Ceux qui mangeaient moins, du coup, au lieu d'avoir qu'on ait 2 parts de repas, il y avait 1 part et demie. Mm-hmm. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont, qu'ils ont restreint. Après, il y a eu la masse salariale parce qu'on avait quand même pas mal de collègues qui n'étaient pas diplômés, donc qui n'étaient pas budgétés. Et apparemment, c'est ça qui a posé problème. Enfin, quand il y a eu des postes qui ont été donnés, non budgétés par l'ARS,
Et apparemment, c'est ça qu'aurait creusé... Qu'ils ont retiré du coup derrière. Oui, qu'ils ont retiré derrière. Donc c'est ça qu'aurait creusé les trous, quoi. Et finalement, l'entrée à l'EHPAD, au-delà du cauchemar que ça a été pendant 10 ans, pour moi, faut pas, je crache pas dans la soupe, hein, ça a été une facilité. Hein. Ça a été une facilité. Ça a été compliqué, mais ça a été une facilité. C'était inconcevable que le maintien à domicile, pour moi, c'était inconcevable. Mais c'était plutôt rassurant. Hein, il y avait quelque chose qui était rassurant, le fait Oui. de savoir votre mère en sécurité. Ah, en sécurité, personne n'est en sécurité. Je vous ai parlé de viol. Oui, Personne n'est en sécurité. Ah non, la sécurité, non, c'est pas un critère. C'est pas un critère de choix. Hein. L'hygiène, la sécurité, les soins, c'est pas là. Non, c'est pas à l'EHPAD que vous le trouvez tout ça. Hein. Ma tante, elle est dialysée 3 fois par semaine. Elle est insulinodépendante. Et elle a été, donc comme je vous ai dit, au décès de sa sœur, avec qui elle vivait, donc elle est venue vivre avec nous. Elle a fini donc dans la RPA où on l'avait inscrit, où il y a eu un événement pendant le Covid où elle a été abusée sexuellement. Ça venait d'un résident. Et c'est la directrice d'ailleurs qui m'a téléphoné, c'est eux qui s'en sont aperçus parce que pendant le Covid, ils montaient quand même dans les chambres, tout le monde était confiné dans les chambres, enfin dans leur appartement, et ils venaient quand même frapper aux portes vers 16h pour leur proposer un goûter. Et c'est là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un monsieur qui s'était introduit dans son appartement, le pantalon baissé, et voilà, qui lui demandait des choses, et qu'elle a su exprimer aussi d'ailleurs... quand on l'a auditionné. On me suggère de porter plainte. Par contre, de me taire, oui, parce qu'il ne fallait pas trop l'ébruiter aussi, parce que voilà, il y a une image aussi à garder au niveau de la RPA. Ce qu'il faudrait qu'ils voient aussi un peu, c'est la gestion des agressions sexuelles dans les EHPAD. Mais c'est pareil, on pousse la poussière sous le tapis, il ne faut pas en parler. Hein. Qu'est-ce qui vous fait penser ça, du coup ? Parce que j'ai assisté, moi. Bon, là, je rentre dans la chambre de ma mère. Ma mère, elle avait une chambre double à l'EHPAD, parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour avoir une chambre individuelle, elle avait une chambre double à l'EHPAD. Donc j'entends les cris de terreur de la voisine, une mamie de 92 ans qui pesait 40 kilos. Oh, cris de terreur. Je rentre dans la chambre, un malade parkinsonien en fauteuil roulant, qui avait la main dans l'entrejambe de la mamie. Un homme coutumier du fait. Un homme coutumier du fait, il paraît que c'est sa maladie de Parkinson qui lui provoquait ces pulsions perverses. Mais tout de suite, le bonhomme, il faut l'isoler. Ça paraît tellement évident. Et ben c'est pas ce qu'ils ont fait. Le bonhomme, il continuera ses agressions. Est-ce que ce genre d'agression est finalement courant sans qu'on le sache ? Oui, parce que, et en plus je me demande, est-ce qu'ils font tout pour que ça s'arrête ? Parce que cette personne est encore en place. Et ça fait quand même 4 ans maintenant que ma tante est partie, parce qu'on m'a fait gentiment comprendre qu'il fallait qu'on parte. Donc suite à ça, comme je vous le disais, elle a perdu 17 kilos, elle était malade, et elle s'est rendue malade aussi par rapport à ça, psychologiquement. Donc elle a fini à l'hôpital pour aussi d'autres raisons. Et on m'a fait comprendre qu'il fallait plus qu'elle rentre chez elle. Et c'était plus que ça, puisque même si elle a été à Flaubert pendant quelques mois, et quand on a téléphoné à la résidence en disant bon, bah, c'est bon, elle est sortante, elle doit rentrer chez elle, on m'a dit non. Et comment ça, non ? Ah non, elle rentre plus chez elle, non, son gire, ça va pas, on lui a même pas permis de rentrer une semaine chez elle, voir sa maison une dernière fois. Même pas ses amis avec qui elle joue aux cartes. Il a fallu qu'elle parte sans revoir personne. Et je l'ai installée à Corian. Quand on est familier, quand on part de la Villa Saint-Nicolas, et ça j'ai eu beaucoup de témoignages, on part, on a la boule, on a la gorge serrée, parce qu'on sait pas, on n'a pas confiance, un peu comme quand on laisse son bébé en crèche et qu'on sait pas comment ça va se passer. C'est l'effet que ça m'a fait, c'est que moi je suis devenue un peu la mère de ma mère quelque part, parce qu'elle était presque centenaire, et quand je partais,
J'avais peur pour elle, comme si il pouvait se passer n'importe quoi. C'est-à-dire qu'avant, c'était une amie qui venait me faire des ménages, mais elle venait que 2 heures, je ne sais plus combien, 2 heures la semaine, je ne sais plus. Je voulais avoir plus, et elle ne pouvait pas venir. C'était une amie, donc c'était pas gentillesse, mais moi j'ai besoin de plus d'heures, quoi. Parce qu'il faut m'aider pour la douche. Là aujourd'hui j'ai pris toute seule. Mais je suis pas lavée comme quelqu'un qui va vous laver le dos et tout ça, vous voyez. J'ai un planning, oui. Mais ils ne respectent pas le planning et ce ne sont pas toujours les mêmes personnes. Parce que comme elles n'ont pas assez de personnes, que les filles doivent partir, enfin, qu'elles en ont marre, bon ben. On est âgé, on n'y peut rien, elles y seront aussi, si elles prennent ce travail-là. C'est pour venir chez les personnes. Hein. Et vous avez l'occasion d'échanger avec les personnes qui viennent ou finalement non? Non. Ah non. Elles sont pas assez longtemps. Hein. Comme le matin, elle n'est venue qu'1 heure. Normalement, j'aurais dû avoir quelqu'un cet après-midi, c'est ça sur la feuille. Vous voyez, elle n'est pas venue. Les derniers travaux que j'ai fait, c'était dans le domicile. Comment on peut permettre à des jeunes femmes d'avoir des turnovers comme ça? J'ai vu des patients, moi j'appelle ça des patients et non des clients. Ça c'est ce que je me dis, ils ont tous une pathologie. Donc faut arrêter avec ce mot client qui me dérange énormément. Parce qu'à partir du moment où on travaille dans le médical, ce sont des patients. Et comment une personne peut se retrouver avec 12 intervenantes pour une semaine? Enfin, ce changement de tête tout le temps. Et pourquoi? Par manque justement de formation et de personnel. Donc on va piocher à droite à gauche des personnes qui ont envie de travailler, qui connaissent pas forcément le travail. Ça peut être des petites étudiantes, ça peut être des gens qui ont besoin de travailler. Et elles sont honorables, ces femmes-là, mais elles se retrouvent dans des situations, même elles, au niveau de leurs compétences, elles le disent. Elles n'ont pas toutes ces notions pour faire une toilette ou un soin, et on les envoie vraiment, c'est méchant, mais dans la gueule du loup. Et elles arrivent sur un fait où elles se disent « mais moi je ne sais pas faire ». Et si elles ne sont pas autonomes, c'est du néant. C'est du néant pour la personne qui reçoit et c'est du néant pour la fille qui travaille parce qu'elle ne va pas durer longtemps et qu'elle va se dire « qu'est-ce que je fais là ?» Et il faut se mettre à la place de la personne qui reçoit, ouvrir à son âge, ouvrir sa porte à une dizaine ou une douzaine de personnes, pour peu qu'elles ont un peu de problèmes cognitifs ou qu'ils se disent « mais qui c'est ces personnes-là ?» Et il y a l'intimité aussi. Ça aussi, j'ai parlé de l'intimité. Avoir une toilette de 12 personnes différentes, comment c'est possible? C'est mon intimité, je ne suis pas obligée de me déshabiller devant 12 personnes. Et je comprends qu'il y ait des papis ou des mamies qui refusent et qui disent « mais non, moi je veux mon intervenante. » Oui, mais non, mais votre intervenante. Oui, mais attendez, c'est pas logique. C'est... Tout le monde s'en fiche un peu des personnes âgées. Oh, j'aimerais mieux rester chez moi. Parce que je suis solitaire. Hein. J'aime voir le monde, j'aime voir les gens, j'aime sortir dans la rue, il faut que ça bouge, j'aime bien voir la vie. Mais être en contact d'autres personnes âgées, pour le moral. Oui, c'est ça, la collectivité, c'est pas forcément l'idéal. Oui, voilà. Tant que je peux rester chez moi. C'est pour ça qu'avec le bracelet, là, je fais attention de ne pas tomber. Hein. Pas de collectivité pour les personnes âgées. On ne peut pas mettre des personnes âgées en collectivité, ça marche pas. Les êtres humains, ils ne peuvent pas finir leur vie en collectivité. C'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pas possible. J'ai envie de dire que entre les deux expériences d'EHPAD, j'avais envoyé ma mère dans une colocation quelque part pour personnes âgées à Bréauté, où la personne accueillait 5 personnes âgées dans de superbes conditions. Ma mère y a vécu 1 an et demi, c'était formidable. Sauf que la personne n'a pas d'aide de l'État
et qu'elle a fermé la boutique. Il y avait des infirmiers qui venaient 2 fois par jour, mettre les personnes âgées en pyjama, faire les toilettes, comme dans un EHPAD, pareil. Sauf que c'était 1 800 € par mois, au lieu de 3 004. Mais par contre, ma mère n'avait pas le droit à toucher l'APA, l'aide aux personnes âgées, parce c'était pas un établissement qui était reconnu par l'Agence nationale de santé. C'était dans un cadre familial où les personnes pouvaient tisser du lien entre elles, aussi avec la personne qui les accueillait, qui partait chez le boucher en disant Madame Launay, vous restez avec les autres, je reviens, je vais chez le boucher, toc, à côté, et puis on revient, et puis on coupe les légumes ensemble, et puis on plie le linge ensemble aussi, on aide à la vie de la maison. Mais elle n'a pas tenu. Elle a tenu, je crois, 2 ans. C'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Parce que faut savoir quand même que c'est 3 500 € par mois. Donc, alors oui, il y a une partie de la part, ok, très bien, mais quand même, il faut avoir les moyens. Et on se dit, on n'a même pas ce qu'il faut, quoi. On n'a même pas nos médicaments. De toute façon, moi, ce que j'ai l'espoir, c'est qu'un jour, ça change. Moi, le principe de témoigner, ou même mes interventions sur Facebook, c'est d'améliorer la vie des résidents, c'est tout. Hein. Ma mère, elle n'a pas eu cette chance-là. J'espère que pour ceux qui viendront après, ils auront une vie meilleure là-dedans, parce qu'il y a moyen, il y a des moyens. Il y a moyen de faire quelque chose de bien. Encore faut-il la volonté, et puis... Mais ça pourrait être un si beau métier. Alors, on a un beau métier, mais ça pourrait être très bien comme métier. Il pourrait trouver beaucoup de personnes. Si nous, déjà, dans le métier, on n'était pas écœurés, on en parlait comme ça. Du coup, ça attire pas la jeunesse. Oui, c'est ça. Les petites jeunes, la personne âgée. Il y a déjà des personnes. Moi, quand je me suis retrouvée en formation, la première chose qu'on nous disait, allez pas en EHPAD, vous n'irez nulle part après. Ça veut dire quoi? Si on va en EHPAD, apparemment on n'était pas apte à aller travailler à l'hôpital déjà. Donc ça rebute les petites jeunes. Les petites jeunes, du coup, ils n'ont pas envie d'aller en EHPAD. Non, il faudrait le valoriser, ce métier. Oui, c'est ça. Il faudrait valoriser ce qu'on peut trouver avec la personne âgée. Parce que quand vous écoutez leurs histoires de vie, mais c'est magnifique, ils nous apprennent plein de choses en finale. Quand ils nous racontent, eux, comment ils vivaient à l'époque et que tout ce qu'on a, nous, aujourd'hui, oui, c'est super bien d'entendre ça. Enfin, moi, ça me captive, en fait, leurs histoires de vie. Aujourd'hui, les petites jeunes, ils s'en fichent, en fait. Et c'est dommage. Elles connaissent pas, on leur explique pas. Donc, du coup, elles veulent pas... les pâtes, c'est... Oui. Pour eux, c'est pas intéressant. Là, nous, on était en petit comité au jour de l'an. On a pu leur apporter à chacun d'entre eux ce qu'on avait envie. On a dansé avec eux, on a pu se permettre de s'asseoir avec eux, de discuter avec eux. C'était un moment d'échange incroyable. D'abord, même nous, on est repartis hyper contents. C'était vraiment très bien, mais on peut pas faire ça. Puis le reste de l'année, on peut pas. On avait proposé à l'époque, à la cadre, si on était en nombre, la Coupe du Monde de football, on aurait très bien pu faire des animations le soir, des soirées cinéma, vieux films. On avait une animatrice qui nous avait mis que des vieux films sur une clé. On pourrait faire des choses comme ça. On peut pas, puisqu'on n'est pas assez. On n'a pas le temps, oui. On n'a pas le temps. L'EHPAD pourrait être autre chose. Sauf que, il faut, comme a dit Karine, il faut des moyens. Et les moyens, il faudrait que les supérieurs ils nous écoutent un peu plus. Il y a très très longtemps, j'avais travaillé sur un projet de ville. Alors, il y a longtemps, parce que j'avais fait... on m'avait sollicité pour justement faire un film, une vidéo. C'était à la garderie où je mettais mon fils à l'époque, à Coquerilleville. Et on m'avait demandé si c'était possible de faire un film, parce qu'on faisait déplacer des papis et des mamies de résidences, d'EHPAD, pour qu'ils rentrent un peu dans les crèches et les garderies des enfants, pour apprendre, je sais pas, le jardinage ou des choses comme ça. Et le projet de ville à l'époque, c'était sous Ruffneck, si je ne me trompe pas, c'était de créer justement des EHPAD ou des résidences autonomie
avec une crèche en dessous ou une garderie en dessous pour que les deux générations se confondent. Et c'était extraordinaire. Ils revivent, c'est une deuxième jeunesse pour eux. Donc je les ai vus chanter, je les ai vus faire du coloriage. Enfin, ça c'est chouette aussi. Mais ça fait pas tout non plus. Mais c'est déjà un bon début. Ouais. Ce que vous venez d'entendre, ce sont des récits de vie. Pas des statistiques, pas des discours. Des réalités humaines, quotidiennes, souvent invisibles. Elles montrent ce que vieillir veut dire aujourd'hui, ici, au Havre. Le manque de temps, de moyens, de reconnaissance, la solitude, l'angoisse et parfois la violence. Mais aussi le courage, l'engagement et la dignité. Ces témoignages ne doivent pas rester sans écho. Ils posent des questions simples mais essentielles. Quelle place faisons-nous à nos aînés, à ceux qui les accompagnent, souvent à bout de souffle? Quelle ville voulons-nous construire ensemble? Ce film est un point de départ. Partagez-le, parlez-en autour de vous, faisons en sorte que cette parole circule, qu'elle réveille des consciences et peut-être qu'elle donne naissance à autre chose, un mouvement, un engagement, une volonté commune de ne plus détourner le regard et de redonner une dignité à nos aînés.